Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par La Poste Solutions Business et son offre e-éducation qui a vocation à promouvoir et à déployer l'usage du numérique éducatif dans l'ensemble de nos régions. La Poste s'engage auprès des établissements scolaires en proposant des solutions sur mesure, comprenant du matériel et des services associés pour mettre en place une offre numérique adaptée à chaque établissement. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce podcast. Le marché de la formation est de tout temps un marché très prometteur. Les entrepreneurs qui sont sur le secteur scolaire, ils y vont parce qu'ils ont des vraies valeurs. Une autre vision de l'éducation. C'est cette possibilité de pouvoir se former quand on veut, où on veut, à tout moment. Il faut remettre l'humain au cœur de la formation. C'est une innovation pédagogique. Comment on peut faire différemment, quoi ? Quels sont les pays les plus disruptifs dans ce domaine-là ? Par définition, les apprenants, ils sont partout sur le territoire. Les tech sont au cœur de la formation professionnelle. On a un même enfant qui, dans la même école de la République, va vivre une expérience différente. Et dans cette deuxième partie du podcast EdTech France, nous allons continuer à nous intéresser à ce qu'est la EdTech, à découvrir maintenant quels sont les enjeux pour les entreprises du secteur. Et nous avons l'honneur de recevoir Svenia Busson, qui est à la fois vice-présidente d'EdTech France, j'en suis très heureux, et fondatrice de l'accélérateur LearnSpace. Bonjour Svenia. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien et toi, Rémi ? Oh, ça va, oui, parce qu'on se tutoie en fait. On se connaît. D'abord, on se tutoie tous dans l'EdTech, et puis ensuite, à EdTech France, évidemment, on se croise régulièrement. Alors, Svenia, on l'a dit, tu es fondatrice de LearnSpace, qui est un accélérateur. Alors, avant toute chose, j'aimerais que tu expliques ce qu'est un accélérateur. Parce qu'un incubateur, on sait ce que c'est, un accélérateur, un peu moins. Oui, alors un incubateur, effectivement, c'est une pépinière de start-up. Donc, c'est pour les faire grandir quand elles sont tout juste créées. Ouais. Alors qu'un accélérateur, nous, les start-up, on les prend quand elles sont un peu plus âgées, un peu plus mûres. Après 1 ou 2 ans d'existence, elles ont déjà un produit, elles ont déjà quelques premiers clients. Et nous, on est vraiment le coup de pouce qui les accélère. Est-ce que c'est pour en faire des scale-up ? C'est un terme qu'on utilise parfois ? Le but, évidemment, de tout accélérateur, c'est d'en faire des scale-up. C'est la réalité fait qu'en fait, finalement, il n'y en a que très peu qui deviennent des scale-up, comme on le sait. Mais effectivement, notre but, c'est qu'elles deviennent grosses. En 3 stades, start-up, scale-up, et puis enfin, licorne. En tout cas, on le souhaite pour un certain nombre d'entre elles. Alors, tu as fait le tour du monde de la EdTech, Svenia. Ça, c'est fascinant pour découvrir comment les nouvelles technologies arrivent jusque dans les classes des différents pays. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'a été ce tour du monde, pourquoi tu l'as fait, et puis quels pays t'ont semblé les plus en avance, les plus pionniers ? Alors oui, j'ai commencé à faire ce tour du monde en 2014 avec une amie à moi. On a imaginé ce tour du monde quand on était encore sur les bancs d'école parce qu'on était assez frustrés de notre expérience apprenante. Et donc du coup, on s'est dit, mais comment on peut faire différemment, quoi ? Quels sont les pays les plus disruptifs dans ce domaine-là ? Et donc, on a un peu dessiné ce tour du monde. On a choisi 10 pays qui nous semblaient assez à la pointe. Et on est parti dans le monde entier. Et effectivement, on a vu énormément de choses qui nous ont énormément marqués, qui nous ont donné envie de continuer. Donc, tous les ans, je continue à faire un tour, alors cette fois-ci plus régional, par continent. Donc là, je reviens d'Afrique, par exemple, où j'étais pendant 6 semaines. Et tous les ans, je mets un autre continent à l'honneur. Donc, ce qui m'a le plus touchée, je dirais que c'est mon tour d'Europe. D'ailleurs, j'ai écrit un livre juste après qui s'appelle « Exploring the Future of Education », juste après ce tour d'Europe, parce que ça m'a énormément marqué, surtout de voir ce qui se passe dans les pays nordiques, dans les pays de l'Est, Finlande, évidemment, mais aussi Danemark, Estonie. Ça m'a complètement bluffé parce qu'ils ont une autre vision de l'éducation. C'est toute autre vision de l'éducation. Pour eux, c'est vraiment leur capital humain et leur capital tout court, quoi. C'est-à-dire qu'ils misent vraiment tout sur leur modèle éducatif, qu'ils exportent ensuite. Donc, il y a énormément de délégations qui viennent les voir pour apprendre sur le modèle finlandais, le modèle danois, pour essayer de s'en inspirer et de ramener au pays les bonnes idées, les bonnes initiatives
qui en émergent en fait. Et est-ce qu'il y a une ou deux initiatives particulières qui t'ont marqué, que ce soit en Finlande ou en Afrique ou ailleurs, et tu t'es dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça dans les écoles françaises? Alors d'abord, c'est vrai qu'il faut tout contextualiser, c'est-à-dire encore une fois, ce qui marche au Danemark ou en Finlande par exemple, ça ne marchera pas forcément en France parce qu'on n'a vraiment pas le même contexte, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire, et donc du coup ça joue énormément, tu vois. Ce que j'ai vu en Afrique par exemple, c'est une innovation au niveau de l'Afrique, mais on ne pourrait pas l'importer, le faire en France, parce que les gens nous diraient, mais en fait, ce n'est pas du tout une innovation chez nous, quoi. Oui. Donc, en Afrique, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'innovation frugale, c'est-à-dire qu'ils font vraiment avec rien, quoi. Il y a pas d'électricité, il y a souvent pas d'internet. Ouais. Les gens ont que des petits téléphones portables Nokia des années 2000, et du coup ils arrivent à créer des systèmes d'apprentissage par SMS avec le mobile learning. Et ils sont hyper innovants là-dessus. Et ils font vraiment avec rien. C'est de l'innovation frugale. Et ça m'a vraiment marqué, quoi, de voir que même avec rien, on peut quand même innover, on peut quand même servir les intérêts de plein d'apprenants. On se plaint quand on n'a pas la 4G ou quand le Wi-Fi a des failles. Et là, on arrive à innover, y compris dans l'éducation, uniquement avec des vieux téléphones. Exactement. Et en Finlande, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que, par exemple, les enseignants sont vraiment perçus comme des héros de la nation. Mais vraiment les héros de la nation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 100 ans, quand la Finlande est devenue indépendante, c'est eux qui ont joué un rôle essentiel dans cette indépendance-là, en essayant d'inculquer finalement un peu un nationalisme finlandais chez les élèves. Et du coup, depuis lors, ils sont vraiment... c'est les héros de la nation. Et du coup, énormément de gens aspirent à devenir enseignants, et donc c'est le métier le plus demandé, quoi. Je veux dire, les lycéens qui sortent du lycée s'inscrivent à la fac d'enseignement, il n'y en a que 8 à 10% qui sont pris à la fin, quoi, pour devenir prof. Donc il y a une demande énorme, et du coup ce métier est extrêmement valorisé, et ça fait que c'est un système éducatif qui fonctionne, quoi. Alors que quand on regarde ici, la France ou dans d'autres pays, c'est pas vraiment le cas, et je pense que c'est ça un peu qui nous bloque. C'est vraiment... L'image de l'instituteur... La Troisième République, effectivement, a un peu pris du plomb dans l'aile. Tu as aussi une certaine connaissance des marchés asiatiques. Alors, est-ce que dans ces systèmes-là, puisqu'on sait que la Chine est un géant dans la filière EdTech à l'échelle mondiale, est-ce qu'il y a des choses qui sont particulières, que ce soit en Corée, en Chine ou ailleurs? Oui, c'est très, très particulier. Encore une fois, quand on y va avec un prisme très européen, on y est vraiment choqué, quoi, parce que ce qui se passe là-bas, c'est beaucoup de compétition entre les élèves. C'est un système qui est vraiment basé sur l'examen, sur les notes. Il n'y a que ça qui compte. Et derrière, il y a une pression énorme sur les élèves, une pression des parents, des profs, mais aussi de leurs pairs, qui font que ces jeunes-là, ils ont pas vraiment eu la jeunesse que nous, on a eue en Europe, quoi. Parce qu'en fait, en Corée, par exemple, il y a un système national d'éducation, donc de 9h à 17h. Mais ensuite, en Corée du Sud, oui, pardon. Et ensuite, à partir de 17h, tous les élèves, même ceux les plus défavorisés, vont dans les after-school de 17h jusqu'à des heures très tardives de la nuit pour réviser, pour faire leurs devoirs, mais aussi, surtout, pour se préparer au programme de l'année suivante. D'accord. Et est-ce qu'ils utilisent des outils numériques, notamment dans ces after-school, ou est-ce qu'on est sur une éducation finalement très traditionnelle? En fait, ça dépend, mais pas encore vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur d'altérer leurs excellents résultats et, tu vois, d'altérer un peu tout ça, qu'ils ont peur d'innover, ils ont peur d'utiliser le numérique parce que, même s'il y a un très grand mouvement qui s'est créé du flipped classroom, de la classe inversée en Corée du Sud. Est-ce que tu peux rappeler peut-être pour ceux qui nous écoutent ce qu'est la classe inversée? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Bien sûr. C'est une innovation pédagogique, pas nécessairement technologique, même si la technologie peut faciliter la classe inversée, mais juste en 2 mots. Oui, la classe inversée, en fait, c'est de se dire, pendant le temps de classe, on va en faire le maximum, c'est-à-dire qu'on va en faire un moment d'échange, un moment de travail en groupe, et du coup, on va inverser, et on va se dire que toute la théorie, tout ce que le prof nous expliquerait, on peut aussi l'apprendre à la maison, dans des vidéos, avec des MOOC, avec avec des documents que le prof nous enverrait en amont. Donc, on prépare le cours en amont, on apprend la théorie en amont, et ensuite, on arrive à l'école. Et pendant le cours, c'est beaucoup d'échanges, c'est des questions sur ce qu'on a vu la veille, c'est des travails de groupe, et ça rend effectivement le temps à l'école beaucoup plus engageant et beaucoup plus stimulant pour l'apprenant. Et alors justement, si on revient maintenant en France, on a vu ce petit tour du monde, mais évidemment, il y a ton ouvrage qui permet d'en savoir beaucoup plus, mais on perçoit déjà qu'il y a de très grandes différences selon les pays, aussi bien dans le système d'éducation que dans la capacité
d'un système à se saisir de l'innovation. Si on revient chez nous, en France, quelle est ta vision du marché, alors essentiellement du scolaire, par rapport à la high-tech? Est-ce que c'est les établissements scolaires français, que ce soit les écoles primaires, collèges ou lycées, sont faciles enfin, je connais un peu la réponse, mais à convertir au numérique ou à l'innovation? Quel est ton regard là-dessus? Alors, donc, en France, on est dans un système très centralisé. Finalement, c'est assez compliqué de rentrer dans les établissements. Alors, ça se simplifie dans le sens où il y a énormément d'établissements, énormément d'académies qui s'intéressent à ces nouveaux acteurs, des nouvelles startups, des associations qui peuvent proposer des outils innovants. Et donc, voilà, souvent, c'est possible de faire des pilotes, par exemple, donc sur l'échelle d'une classe ou d'une école. Donc, il y a vraiment cette flexibilité-là qui existe vraiment en France, il faut le dire. Par contre, quand il s'agit de mettre à l'échelle une innovation, ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que le pilote, on peut y arriver. Après, de se dire, on passe du pilote à la mise à l'échelle, là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que les écoles elles-mêmes, souvent, n'ont pas de budget pour des outils numériques. Donc, il y a eu pas mal d'appels d'entrepreneurs pour créer des vrais budgets dignes de ce nom pour pouvoir équiper les écoles. Mais c'est vrai que ce n'est pas la priorité du gouvernement actuel. Et puis, il y a les collectivités qui jouent un rôle important, puisque tout à fait. Dans la plupart des hypothèses, ce sont les collectivités qui achètent pour les écoles. Donc, on a ce paradoxe où celui qui utilise, c'est-à-dire l'école, et même le professeur, n'est pas celui qui paye et donc qui achète. Et la complexité du système, c'est que dans les écoles primaires, c'est donc les mairies. Dans les collèges, effectivement, ce serait les départements. Et les lycées, ce sera les régions. Donc, il n'y a pas vraiment de continuum, quoi. Ça fait que ça rend la chose vraiment très complexe. Et ça veut dire aussi que sur le territoire français, il peut y avoir de vraies disparités, quoi. Selon que telle commune ou telle région est plus ouverte à l'innovation que telle autre, on a un même enfant qui, dans la même école de la République, va vivre une expérience différente. C'est ça que ça peut vouloir dire? Complètement, c'est exactement ça. Et pour les entrepreneurs, tu le disais, il y a beaucoup d'expérimentation. Alors, comment ça peut se traduire? Ça veut dire quoi, quand on expérimente une solution? Alors, l'expérimentation, c'est un pas assez important parce que finalement, bon, quand on est entrepreneur et qu'on imagine un truc dans son bureau dans le 2e arrondissement à Paris, derrière, c'est hyper important d'avoir la possibilité d'expérimenter, de co-créer aussi cette solution avec les enseignants et donc d'avoir l'opportunité d'aller sur le terrain et d'avoir le feedback direct des élèves, des enseignants sur sa solution. Enfin, je veux dire, c'est juste essentiel. Et puis, j'imagine que ces expérimentations, ça pose aussi un problème sur le modèle économique de la start-up parce que les expérimentations, j'ai cru comprendre que ça pouvait durer longtemps sans résultat assuré à la fin. Ah, complètement. Enfin, c'est vraiment un marché très, très compliqué pour se financer. C'est-à-dire que pendant l'expérimentation, souvent, parfois, on peut avoir un budget débloqué, mais ça va pas payer les salaires, ça va pas. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que les startups, elles ont aussi besoin de se financer parce qu'elles créent de l'emploi, parce que, c'est un modèle économique, elles grandissent, et plus elles grandissent, plus elles peuvent avoir un impact. Alors, et puis, dans le scolaire, il y a une question qui est évidemment centrale aussi, qui est celle des données, de la protection des données. On connaît tous ce fameux acronyme RGPD. Et on est allé poser la question justement à Nicolas Turca, qui est responsable du développement des usages numériques à la Banque des Territoires. Quel est son avis sur les données à l'école ? Le sujet des données, il est important parce que ça pose la question de la vision du numérique qu'on porte. Et la vision du numérique portée aujourd'hui, alors à la Banque des Territoires, mais également par l'État, c'est une vision d'un numérique responsable. Évidemment, il est toujours questionnable d'avoir des chatbots, par exemple, qui interagissent avec des enfants sur des applications américaines. Il est questionnable d'avoir un certain nombre de headtech sur des serveurs qui sont extrêmement performants aux États-Unis. Et enfin, le fait d'avoir aussi de l'équipement qui vient d'une grande société de l'ouest des États-Unis est un sujet majeur sur la question de qu'est-ce que finalement, où ces données vont et comment est-ce que ces données sont exploitées. Nous, on porte une vision du numérique en effet responsable à travers notre engagement notamment chez Quant, d'un certain nombre d'autres acteurs français qui aujourd'hui ont des propositions de valeur intéressantes et je pourrais vous citer un certain nombre d'acteurs, je pense à Weller qui avait une vision assez responsable, notamment dédiée à l'éducation. C'est des choses en tout cas qui aujourd'hui portent des propositions de valeur qui sont justement conformes par rapport à ce qu'on a envie de voir se faire pour nos enfants.
Alors, on voit bien que là, il y a un vrai sujet entre France et États-Unis. En tout cas, cette question de la protection des données n'est pas traitée de la même manière en France, en Europe et puis ailleurs. Qu'est-ce que ça t'inspire, Svénia, dans ce que tu as vu dans ton tour du monde, notamment? Oui, alors enfin, évidemment, je suis d'accord avec le fond de la pensée de toute façon, on Nicolas est obligé Turca. d'être d'accord avec Nicolas. C'est sûr. Sinon, on va se faire taper dessus. Non, après, il ne faut pas non plus oublier que dans les usages des enseignants, partout en France, en Europe, je sais qu'en Allemagne, par exemple, ils sont très, très, très vigilants là-dessus, encore plus qu'en France. Souvent, voilà, les décideurs, les gens au gouvernement oublient l'usage des enseignants. Et les enseignants, ils vont vers les outils qui sont les plus simples d'accès, qui sont les plus simples d'utilisation. Et donc, ils arrivent à travailler avec la suite Google. Donc, du jour au lendemain, leur dire, en fait, non, enfin, vous n'avez pas le droit d'utiliser la suite Google, vos élèves ne peuvent pas y avoir accès, etc. Ce serait un peu hypocrite, parce que je pense vraiment que c'est des outils qui peuvent faciliter un certain nombre de choses pour les enseignants, même si aujourd'hui, il y a tout un tas de procédures qu'on peut mettre en place pour anonymiser ces données-là. C'est ce qui est fait en Allemagne, par exemple, où les écoles ont le droit d'utiliser la suite Google, mais avec des données complètement anonymes de la part des élèves. C'est-à-dire que chaque élève a son adresse Google, mais avec un numéro. Il n'y a jamais écrit son nom, jamais écrit son prénom, son âge, son adresse, rien. C'est tout anonymisé. Est-ce que la solution, c'est pas simplement de développer un Google français qui serait respectueux des données et de la protection de celles-ci? Je pense pas, non. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Enfin, t'imagines, Google, ça s'est pas créé en 2 ans, quoi. Moi, je trouve que c'est une vision trop franco-centrée de se dire on peut créer un Google français. Oui, on a des très beaux outils comme Quant, mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, Google est partout et je pense que voilà, il faut autoriser les gens à l'utiliser s'ils veulent l'utiliser. Mais quoi. Réglementer. Bien évidemment. sûr, réglementer avec des données anonymisées, de... etc. Bien sûr. Alors, si on quitte maintenant l'école pour aller dans l'entreprise, la formation continue, la formation tout au long de la vie, c'est sans doute ce qui tire la croissance aujourd'hui de la filière EdTech française. On a demandé à un certain Yannick Grafnel, que tu connais sans doute, qui est un expert de la formation professionnelle, notamment du blended learning, qui est un slasher de la EdTech, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que Yannick, il est partout. On lui a demandé, s'agissant du marché de la formation professionnelle, pourquoi c'était peut-être là où se jouait l'avenir de la filière. Le marché de la formation professionnelle est de tout temps un marché très prometteur et très développé. Ça représente des milliards d'euros et c'est quelque chose qui est totalement chamboulé par la réforme actuelle. Les techs sont au cœur de la formation professionnelle puisque c'est la possibilité d'aller utiliser le meilleur des technologies pour pouvoir faire bénéficier tous les utilisateurs, collaborateurs, demandeurs d'emploi, des moyens, des leviers offerts par la technologie. Après, la technologie ne suffit pas, mais c'est cette possibilité de pouvoir se former quand on veut, où on veut, à tout moment, quelle que soit sa position sociale qui représente ce grand potentiel des techs. Alors, une vision de Yannick est évidemment très positive, s'agissant de la formation continue, la formation tout au long de la vie et de la technologie. Alors, la réforme actuelle dont il parle, c'est celle du CPF, qui va probablement ouvrir aussi d'autres marchés. Tu as, dans ton tour du monde, perçu aussi ces différences entre le scolaire, la formation continue. Comment est-ce que ça se joue dans d'autres pays ? La différence, elle n'est pas aussi marquée qu'ici en France. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même reconnu pour être des champions de la formation professionnelle. À l'étranger, au niveau des produits EdTech qui marchent très bien, c'est des produits, des boîtes qui sont sur ce marché de la formation professionnelle, de la formation continue, Open Classrooms, 360 Learning, pour en nommer que 2. Donc, on est assez reconnu là-dessus. Après, c'est vrai que dans d'autres pays, la différence, elle n'est pas aussi marquée. C'est-à-dire qu'il y a des startups absolument sur tous les secteurs, aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglophones en général. On parle plus de lifelong learning, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de silo. Alors, le lifelong learning, je le précise pour ceux qui, comme moi, ont appris l'anglais à l'école sans outils innovants, c'est la formation tout au long de la vie, qui est un terme qu'on emploie aussi souvent. Et on a demandé également à Yannick quelles étaient les grandes tendances, selon lui, dans ce marché de la formation continue. Les grandes tendances de la formation en utilisant le meilleur de la technologie, c'est justement de prendre le meilleur du présentiel et le meilleur du digital. Depuis 25 ans,
les dispositifs de formation qui n'utilisent que la techno se sont tous plantés. On croyait que le e-learning allait permettre à tout le monde de se former. Eh bien non, seuls 6% des personnes sont capables de se former tout seuls. Il en est de même avec les MOOC, les cours en ligne sous forme vidéo que chacun peut utiliser gratuitement parfois sur Internet. Pour pouvoir réellement se former, il faut pouvoir être accompagné, il faut pouvoir apprendre avec et par les autres. Et pour ça, il faut pouvoir aussi avoir l'aide de sa communauté, des tuteurs ou des mentors. Et mieux encore, pouvoir avoir des temps de regroupement pendant lesquels on va pouvoir avoir ce sentiment de faire partie d'une communauté, d'une cohorte d'apprenants. Si on réunit toutes ces conditions, là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et c'est vraiment l'avenir de la formation qui utilise la technologie. Svenja, je te voyais hocher la tête pendant qu'on écoutait Yannick. Tu es d'accord avec cette complètement, analyse ? complètement. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je pense qu'il faut remettre l'humain au cœur de la formation. Et il y a énormément d'entreprises qui, pour se digitaliser, ont décidé de digitaliser aussi leur parcours de formation. Et c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace quand on le fait de façon 100% numérique, quoi. Il faut penser à des modèles en blended, à des modèles mixtes entre présentiel et en ligne, et aussi à plein de modèles collaboratifs comme l'apprentissage par les pairs, par exemple. Et on a une super boîte... PAIRS. Exactement, PAIRS. Et on a une super boîte en France qui s'appelle We Are Peers, qu'Yannick connaît très bien aussi et qui fait de l'apprentissage par les pairs dans les entreprises. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup plus d'engagement de la part des apprenants. Ça veut dire, en entreprise, on peut apprendre d'un formateur, comme c'était le cas traditionnellement, comme on peut aussi apprendre d'un collègue plus âgé, qui a une autre expérience. Moins âgé. Dans le reverse mentoring, ça se fait beaucoup. C'est que les jeunes qui rentrent dans les entreprises peuvent mentorer les plus âgés sur plein de sujets qui sont liés au digital ou à la culture, par exemple. C'est vrai que Svenja, tu es plus jeune que moi et tu m'as appris beaucoup de choses. Ah bon ? Bien sûr, je le dis, depuis 6 mois que je suis dans la tech, tu as été une des premières à m'expliquer plein de choses que j'ai retenues. Tu vois, donc le reverse mentoring a fonctionné. On a également demandé à Yannick quels étaient, selon lui, les enjeux pour les années à venir, toujours s'agissant de la formation tout au long de la vie, de la formation continue. Les enjeux de la tech, c'est pour les 5 ans qui viennent, de pouvoir construire des dispositifs qui permettent à tout le monde, non pas simplement de se former, mais de développer des compétences. C'est-à-dire, non pas simplement avoir accès à la formation, mais s'en servir réellement. Donc, de fidéliser, de capter dans la durée et de pouvoir mesurer la montée en compétences des personnes qui se forment. Ça, c'est l'enjeu numéro 1. Ne plus simplement se contenter de mettre à disposition des contenus de formation, aller vérifier, valider que les personnes vont réellement se former de manière efficace. Donc, mesurer l'impact des dispositifs de formation, c'est ce que nous conseille Yannick, c'est ce que tu conseilles aussi, j'imagine, aux startups que tu accélères chez Learnspace. Qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure entrepreneuriale de la tech ou à ceux qui la débutent ? C'est quoi les conseils qu'on donne à une startup qui se lance ? Alors, déjà, avoir les reins solides. Parce que entreprendre dans la tech, c'est pas entreprendre dans la food tech ou autre. Il y a un proverbe, une citation anglaise. Tu peux la rappeler ? Je la traduirai après, mais tu as un meilleur accent que moi. Tout à fait. C'est une citation du fondateur de Boozoo, qui est une grosse start-up tech anglaise dans l'apprentissage des langues, qui dit Running a tech startup is like running a marathon, and running an edtech startup is like running an Ironman. Voilà, donc monter une boîte, c'est faire un marathon, mais une boîte dans la edtech, c'est faire un Ironman. C'est une course absolument impossible. Voilà, exactement, 3 fois plus dur. Et du coup, il faut avoir les reins solides, ça c'est sûr. Il faut bien s'entourer et il faut penser global tout de suite. Moi, c'est ce que je conseille aux boîtes, c'est que c'est bien de penser à son marché local, mais il faut penser à une solution qui peut s'internationaliser. Et ça, c'est essentiel. Évidemment, il faut commencer à s'implanter dans le marché où on se trouve et tester, et expérimenter, et c'est hyper important. Mais la solution, elle doit être exportable assez rapidement pour vraiment pouvoir se développer et devenir une scale-up. Oui, une scale-up, voilà, en bon français. Non, puis c'est vrai que les startups françaises ont
ont peut-être une chance, qui est l'espace de la francophonie, quoi. On a peut-être des solutions qu'il est plus facile d'aller exporter. Oui et non. Oui et non, parce que pour être allé en Afrique, là, pour mon dernier tour, c'est un marché extrêmement compliqué à pénétrer, qui est encore très désorganisé, malheureusement. Et donc, ça représente un marché. Open Classrooms te dira que ils font, je crois, 30% de leur vue dans l'espace de l'Afrique du Nord. Mais c'est vrai que en tant que client, l'Afrique francophone, sous l'Afrique subsaharienne, ça reste encore assez compliqué finalement de les atteindre et de leur vendre quoi que ce soit. Donc il faut être prudent là-dessus. Donc, pensée globale, pensée Québec. Voilà, c'est ça la conclusion. Bon, non. Pas que Québec. C'est penser le monde. Penser le monde, exactement. Merci beaucoup, Svénia, d'avoir été présente avec nous sur ce premier épisode de notre podcast EdTech France. Merci également à Marie-Caroline Missire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec nous en notre compagnie, que vous avez appris des tas de choses sur la EdTech. N'hésitez pas à partager ce premier épisode et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel échange qui portera cette fois sur l'apprentissage, pourquoi et comment repenser l'enseignement et les apprentissages via les EdTech. À très bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à Laura Macari pour sa préparation.